Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal de 22 heures. Voici les titres. À l'Assemblée nationale, le président de l'hémicycle a présidé la conférence des présidents. Les détails dans un instant. Dans le cadre d'un accord humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge a remis les dépouilles de Palestiniens à Gaza. C'était les titres et bienvenue à tous. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin sous la présidence du président de l'institution et en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Étaient également présents les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des groupes parlementaires des commissions permanentes ainsi que la rapporteure générale du budget. Conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur, cette réunion a permis de planifier les travaux parlementaires à venir. 3 projets de loi ont été transmis aux commissions concernées pour examen. Le projet de loi 188 sur le règlement définitif du budget 2024, le projet numéro 189 relatif au budget rectificatif 2025, confié à la commission des finances, et le projet de loi numéro 187 portant sur l'électrification rurale sera donc examiné conjointement par les commissions de la production, de la législation et des droits humains. Et enfin, la conférence a validé le calendrier. La session parlementaire s'ouvrira le 22 octobre et une séance de vote donc importante est prévue le 26 octobre, consacrée à la proposition de révision constitutionnelle. À l'Assemblée nationale, toujours conformément à la décision de la conférence des présidents, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, présidée par l'honorable Kaltoum Farah Saïd, s'est réunie conjointement avec la commission du développement social et de la protection de l'environnement, dirigée par l'honorable Kamel Hamed. Objectif de cette réunion, examiner la proposition de loi portant révision constitutionnelle conformément aux articles 91 et 92 de la Constitution ainsi qu'aux articles 54 et suivants du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Ali Hassan Bahdon, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, et le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd. Ils étaient accompagnés de Mme Souad Hussein Farah, conseillère juridique du président de la République. Au cours de cette séance, les commissaires ont mené un examen approfondi des dispositions clés de cette proposition de loi, dans le respect des procédures constitutionnelles et parlementaires. À l'issue des échanges, les députés ont rendu un avis favorable. La proposition de loi est désormais transmise à la séance plénière pour débat et vote par la représentation nationale. Coopération entre Djibouti et la Banque mondiale. Une importante réunion s'est tenue aujourd'hui entre la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, et une mission de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Dione, vice-président pour la région MENA, accompagné de son homologue en charge de la transformation digitale. Ce dialogue stratégique a permis de faire le point sur les progrès accomplis par Djibouti dans des domaines clés tels que la gouvernance, la digitalisation de l'administration publique ou encore la gestion des effets du changement climatique et de la migration. Les deux parties ont salué les avancées notables dans la mise en œuvre du Code numérique national, un outil majeur pour renforcer la transparence, améliorer les services publics et accroître la compétitivité du pays. La question migratoire a été aussi abordée. Djibouti, situé sur une route migratoire importante, accueille chaque année près de 450 000 migrants. Une situation qui pèse sur les infrastructures, mais que le pays continue de gérer avec humanité et solidarité. Autre coopération, cette fois religieuse, entre Djibouti et la Somalie. Le ministre des Affaires musulmanes des biens Warf, Moumen Hassan Barre, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux son homologue somalien, Cheikh Mokhtar Robo Ali, ministre des Affaires musulmanes et des Warf de la République fédérale de Somalie.
Accompagné d'une importante délégation composée de ulama, de parlementaires et de hauts responsables, le ministre somalien effectue une visite officielle dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine religieux. Les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération: la formation des cadres religieux, la gestion des mosquées, le développement des WARF ainsi que la promotion des valeurs islamiques. Les deux parties ont également évoqué la coordination des politiques religieuses, la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation et la mise en réseau des institutions religieuses des deux pays. Cette visite illustre la volonté conjointe de Djibouti et de la Somalie de bâtir un partenariat solide. Le ministre somalien des Affaires musulmanes, qui est en visite officielle en République de Djibouti, a exprimé sa fierté et sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a salué l'excellence des relations entre les deux pays, soulignant les liens historiques, culturels et religieux qui les unissent. Il a notamment rappelé le rôle des contingents Hil Walal en Somalie, symbole de solidarité et de coopération. Le ministre somalien a indiqué que cette visite vise à renforcer la collaboration entre les deux ministères, notamment dans la gestion des WARF. À l'heure où les effets du changement climatique redessinent les trajectoires humaines à travers le monde, Djibouti franchit un nouveau cap en intégrant la mobilité humaine dans sa stratégie d'adaptation climatique. Un atelier de lancement du projet intitulé « Intégrer la mobilité humaine dans la stratégie de réponse au changement climatique de Djibouti » s'est tenu ce matin à l'hôtel Aïla. Porté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale pour les migrations, ce projet vise à reconnaître et institutionnaliser les liens entre mobilité humaine et changement climatique dans un contexte de vulnérabilité croissante. Soutenu par le Fonds de l'OIM pour le développement, ce projet entend aider le pays à mieux anticiper et gérer les déplacements liés aux effets climatiques tels que la désertification, la raréfaction de l'eau ou encore les épisodes extrêmes de sécheresse et d'inondation. La représentante de l'OIM a salué cette initiative, insistant sur l'importance d'intégrer la migration dans les politiques climatiques. Et de son côté, le colonel Mahdi Omar, coordinateur police, a rappelé le rôle essentiel des forces de sécurité. On les écoute. La mobilité humaine au cœur de la réponse nationale au changement climatique. Ce projet marque une étape historique pour Djibouti. Pour la première fois, la mobilité humaine n'est pas seulement reconnue comme une conséquence du changement climatique, elle est pleinement intégrée dans les stratégies nationales d'adaptation. Cette démarche s'inscrit très bien en parfaite cohérence avec les efforts du gouvernement de Djibouti, notamment la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national, le processus en cours d'élaboration du plan national d'adaptation et l'élaboration du nouveau plan national de développement. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, il est une réalité que nous vivons chaque jour. Notre pays, par sa situation géographique et ses conditions climatiques extrêmes, en subit déjà les conséquences. Pénurie d'eau, désertification accrue, perte des moyens de subsistance pour les communautés rurales et pression croissante sur les zones urbaines. Ces phénomènes environnementaux ont des impacts directs sur les dynamiques des mobilités humaines. Des familles sont contraintes de quitter leur terre, non par choix, mais par nécessité. L'immigration interne, le déplacement temporaire ou permanent deviennent alors des stratégies d'adaptation, mais aussi des défis pour la cohésion sociale, la sécurité et la gestion territoriale. Face à ces enjeux, le Bureau de coordination nationale pour la migration, en collaboration évidemment avec les autres institutions nationales et nos partenaires, s'engage à renforcer la coordination des réponses politiques et opérationnelles. Président les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a mis en avant la nécessité d'intégrer les enjeux climatiques et migratoires dans toutes les politiques publiques. On l'écoute. Ce projet est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable
en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale pour les migrations, avec le soutien du Fonds de l'OIM pour le développement. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'OIM pour son engagement constant aux côtés du gouvernement djiboutien, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires ici présents pour leur appui technique et institutionnel. Depuis plusieurs décennies, Djibouti est confronté à une dégradation progressive de son environnement, exacerbée par les effets du changement climatique. Notre pays, au climat aride, est particulièrement vulnérable à la désertification, à la raréfaction des ressources en eau et à l'élévation des températures. Ces bouleversements climatiques se traduisent par une intensification des sécheresses et des inondations, perturbant profondément les modes de vie, fragilisant les moyens de subsistance et aggravant la pauvreté et la vulnérabilité des communautés rurales. À ces défis environnementaux s'ajoutent des contraintes socio-économiques majeures, à savoir pénurie de terres arables, accès limité à l'eau et faible capacité agricole. Dans ce contexte, la mobilité humaine joue un rôle central dans la dynamique socio-économique nationale. Djibouti est aujourd'hui à la fois un pays de transit, de destination et de départ. C'est dans ce cadre que nous lançons aujourd'hui ce projet ambitieux dont l'objectif principal est de soutenir le gouvernement dans la reconnaissance et l'institutionnalisation des liens entre mobilité humaine et changement climatique. Et nous poursuivons avec cette visite de la secrétaire générale de l'UNFD à Tadjoura dans le cadre de ces tournées régionales. Donc, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a effectué ce dimanche une visite de terrain au siège de l'antenne régionale de Tadjoura. Accueillie dans une ambiance conviviale, elle a d'abord tenu une réunion de travail avec les autorités locales, parmi lesquelles le président du conseil régional et le préfet adjoint. Ces échanges francs et constructifs ont permis de faire le point sur les synergies à renforcer entre l'antenne locale de l'UNFD et les instances administratives, notamment en matière de soutien aux initiatives féminines et de promotion des droits des femmes. À l'issue de cette rencontre institutionnelle, la secrétaire générale accompagnée des membres du comité exécutif local s'est rendue sur le terrain. Ensemble, ils ont visité plusieurs structures soutenues par l'antenne régionale dans le but d'évaluer les activités en cours, d'identifier les difficultés rencontrées par les femmes de la région et de discuter des perspectives d'avenir. Parmi les thématiques abordées, l'autonomisation économique des femmes, l'éducation des filles, la santé reproductive, ainsi que l'accès au financement pour les projets communautaires portés par les femmes. Cette visite s'inscrit donc dans une volonté forte de l'UNFD de consolider sa présence sur l'ensemble du territoire national. Le handball djiboutien était à l'honneur hier soir avec deux finales très attendues, celle de la Coupe de Djibouti et du championnat national. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé hier soir deux grands rendez-vous sportifs, la finale de la Coupe de Djibouti et celle du championnat national 2024-2025. Ces rencontres se sont déroulées dans une ambiance électrique à la salle de gymnastique du lycée d'État devant un public venu nombreux. En ouverture, la finale de la Coupe de Djibouti a opposé Dita Transit à la Garde-Côte. Les deux équipes ont livré un match extrêmement disputé, se neutralisant au terme du temps réglementaire. Il a fallu recouvrir au tir au but pour départager les deux formations. C'est finalement Dita Transit qui s'est imposé, décrochant le trophée grâce notamment à un but décisif de son gardien de but. Héros de la soirée, dans la foulée, place à la finale du championnat national qui a vu s'affronter la gendarmerie et Hayablé CNSS. Là encore, le suspense était au rendez-vous. Mené à la mi-temps sur le score de 11-7, la gendarmerie a renversé la vapeur en seconde période, s'imposant de justesse 23-22 au terme d'un véritable bras de fer tactique et physique. À l'issue des rencontres, une cérémonie de remise des trophées s'est tenue toujours dans la salle de gymnastique du lycée d'État en présence des fédérations djiboutiennes, en présence donc des représentants du secrétariat d'État chargé des sports et de la fédération djiboutienne de handball. Les meilleures joueuses des deux compétitions ont été distinguées pour leur performance, ainsi que les meilleures buteuses qui ont brillé tout au long du tournoi. Les entraîneurs et le staff technique des équipes championnes ont également été
honorés pour leur travail stratégique et leur engagement. Les trophées et médailles ont été remis avec émotion, saluant non seulement les exploits sportifs, mais aussi l'esprit d'équipe et la détermination affichée sur le terrain. Ce moment de célébration a renforcé la fierté des joueurs et galvanisé les supporters présents. Cette cérémonie symbolise l'importance accordée par les autorités sportives à la valorisation des talents locaux et au développement du handball national. On est très contente et on dit merci à notre sponsor, M. Hosh Indewale. Voilà. Et le spectacle continue, cette fois sur les pelouses. On enchaîne avec l'actualité du football national. La phase des huitièmes de finale du tournoi interministériel de football a débuté ce week-end au complexe sportif de Walbala. 2 équipes se sont qualifiées sans jouer suite au forfait de leur adversaire. Le secrétariat d'État chargé des sports et le ministère du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale. Dans le seul match disputé sur le terrain cet après-midi, donc dans l'après-midi d'hier, l'Assemblée nationale a remporté une victoire serrée 1-0 face au ministère de la Femme et de la Famille dans un duel équilibré et intense. Le tournoi se poursuivra le week-end prochain avec les autres rencontres des huitièmes, promettant toujours plus d'émotions sportives et de fraternité entre les institutions. Dans l'actualité régionale à présent, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a rencontré l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique afin de renforcer la coopération régionale. Ils ont discuté des défis politiques, sécuritaires et humanitaires affectant la région. Les 2 parties ont insisté sur la nécessité d'une coopération, d'une coordination continue pour assurer la paix, la stabilité et le développement durable. L'Union africaine réaffirme ainsi son engagement pour une action collective avec l'appui de la communauté internationale. Vous l'avez entendu dans les titres, le comité international de la Croix-Rouge a remis une quinzaine de dépouilles palestiniennes aux autorités de Gaza dans le cadre d'un accord humanitaire négocié entre Israël et le Hamas. Cette opération donc, permet aux familles d'enterrer leurs proches dignement malgré des traces de violence sur plusieurs corps. La remise intervient après un cessez-le-feu temporaire avec la médiation du Qatar et de l'Égypte. La crise humanitaire à Gaza reste grave avec des pénuries critiques et un système de santé au bord de l'effondrement. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention.